l'expansion de l'univers devait s'accélérer. C'est le premier mise en évidence de cette accélération. Je mesure une distance. La distance dans un univers qui ne serait pas accéléré serait trop petite. Il faut que l'univers soit accéléré pour expliquer une distance aussi grande. D'accord ? C'est le schéma d'explication déduit de la mesure des luminosités des supernovas fait par Perlmutter, Riess et Schmidt, qui leur a valu le prix Nobel en 2011. Dans le même temps, on peut aussi étudier les propriétés de ces fluctuations observées sur le CMB. Ce que j'ai représenté ici, c'est comment ces fluctuations nous renseignent sur le contenu de l'univers. Ici, je change la forme, les propriétés de courbure de l'univers. Ici, je change la quantité de baryons, c'est la matière ordinaire, et je vois que ça change l'amplitude des fluctuations, elles sont plus ou moins importantes. Ici, je change la quantité de matière, quelle que soit sa nature, qu'elle soit de nature standard ou de matière noire. Là, ça change tous les pics de façon différente. Et ici, je change la quantité de dark energy, éventuellement une composante à pression négative. Vous voyez que l'effet est assez faible. C'est pour ça que Planck, qui va justement mesurer ces fluctuations avec grande précision, nous renseigne, mais nous renseigne peu sur la dark energy. Lorsque je combine tout ceci, je suis capable alors de reproduire avec précision les fluctuations et les différents harmoniques de ces fluctuations que j'observe dans l'univers. Je passe là-dessus parce que je vais pouvoir y revenir après. Simplement, retenez ce qui est marqué ici. En plus de la mesure des distances, des grandes distances par les supernovas, par les lumières issues des supernovas, du contenu énergétique de l'univers qui ne mesure pas directement une distance, donc qui ne mesure pas directement la dynamique de l'univers, mais qui s'intéresse plutôt au contenu de l'univers. Dans l'équation d'Einstein, le terme de droite de l'équation. L'approche supernova concernait plutôt le terme de gauche de l'équation. Et puis d'autres moyens, la distribution aux grandes échelles des galaxies, qui va aussi me permettre d'avoir une distance. La quantité de matière qu'il y a dans les amas de galaxies, cette façon contraire le contenu énergétique. Lorsque je vais croiser toutes ces observations complètement indépendantes, qui n'ont pas de raison toutes de me dire la même chose, parce qu'elles sont indépendantes, et bien lorsque je croise tout ceci, ici par exemple donc les mesures issues des supernovas, ici les mesures issues de l'analyse du fond de rayonnement, ici les mesures issues du nombre d'amas de galaxies dans l'univers, etc. Je suis conduit à un contenu de l'univers totalement renouvelé, aujourd'hui bien connu, mais fin des années 90, totalement renouvelé, qui est que notre matière par laquelle nous sommes constitués, qu'elle soit visible ou invisible d'ailleurs, des baryons visibles ou invisibles, et des baryons, de la matière standard que l'on connaît en laboratoire, qui a priori ne pose pas de problème, ne représenterait que moins de 5% de notre univers, de la matière dans l'univers. Que j'ai besoin, comme je le disais tout à l'heure, pour impulser, pour pousser à la croissance des fluctuations dans l'univers d'une matière supplémentaire, mais dont les caractéristiques en termes physiques ne sont pas si mystérieuses que ça. Elles sont mystérieuses dans le sens où je ne l'observe pas directement, mais la pression que représente cette matière est relativement standard, etc. Et qui représenterait aux alentours de 20%. Pour l'instant, le détail des chiffres n'est pas très important. Et une composante dominante, aux alentours de 70%, et qui aurait une propriété véritablement mystérieuse, exotique, à savoir que sur l'échelle de l'univers, elle aurait un effet de pression négative, et je le répète, en laboratoire, de la matière, une forme de matière à pression négative, c'est très difficile. Il y a peu de situations où on sait le faire. L'effet Casimir auquel je faisais référence tout à l'heure de nature quantique, mais sinon il y a très peu de situations où on sait construire un modèle de matière et on observe de la matière qui a un effet de pression négative. Là, il s'agit non seulement d'avoir une pression négative, mais que cette pression négative soit effective, soit efficace à l'échelle de l'univers. Cette forme, pour l'instant appelons-la de l'énergie, représenterait jusqu'à 70%, aux alentours de 70% du contenu énergétique de l'univers. Évidemment, la question c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette matière noire? Et encore plus, qu'est-ce que c'est que cette énergie noire? Parce que fort probablement, mais ce serait aussi un sujet de débat, la compréhension de l'énergie noire nous permettrait de mieux comprendre encore ce qu'est la matière noire, et l'un et l'autre sont fort probablement liés entre eux. Par la suite, on va donc s'intéresser à la nature de cette énergie noire. Là, comme je le disais tout à l'heure, ici, pour m'amuser,
j'ai marqué quelques modèles, alors avec une imagination phénoménale, construits par les cosmologistes, ou les physiciens théoriciens, ou les astrophysiciens, pour interpréter cette énergie. J'en cite quelques-uns, donc évidemment, par exemple, une constante cosmologique, c'est-à-dire un niveau minimal dans l'univers d'énergie, en deçà duquel on ne peut pas aller, est suffisamment élevé pour jouer le rôle d'un fluide, d'une matière à pression, qui joue le rôle d'un fluide à pression négative, et qui a un niveau d'énergie donné pour expliquer l'accélération de l'univers. C'est ce qu'on appelle la constante cosmologique. Cette constante pourrait ne pas être constante, pourrait résulter de phénomènes microscopiques. Je faisais référence à déjà quelques idées d'Einstein là-dessus. C'est par exemple les modèles de quintessence. Il y a des formes de contenu énergétique très subtiles, reliées à notre compréhension ou à des extensions théoriques de notre compréhension de l'infiniment petit. C'est les modèles de K-essence, les modèles Chaplin-Yin-Gaz, etc., caméléon, etc. Caméléon, encore que c'est un peu différent, ça. Ça peut être aussi interpréter cette énergie noire à pression négative sur l'échelle de l'univers, source de l'accélération de notre univers, comme un effet de dimension supplémentaire à l'espace. C'est ce qu'on appelle les modèles DGP. Ça peut être plein de choses, des modèles hauts, j'avais eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous dans d'autres occasions, qui consistent à imaginer que les formes de matière différentes, matière noire, matière baryonique, matière standard, recentrait l'espace de façon différente. C'est un modèle que nous avions construit avec André Fuspa, etc. Ça peut être plein d'autres. Ça peut être des effets d'inhomogénéité. Comme je le disais, là on est dans un cadre où la matière, l'univers et la matière est essentiellement supposé homogène et qu'on a des petits écarts à cette homogénéité qu'on va laisser croître. On peut imaginer que dès le départ, la situation était plus compliquée et que l'univers ne pouvait être homogène. Plein d'explications. Multigravity, des formes différentes de gravité. La présence de formes tachyoniques, donc d'éléments énergétiques qui se déplaceraient plus vite que la vitesse de la lumière. Là, vous voyez, on est à la limite de ce qu'on peut admettre, disons. Plein d'autres formes. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce zoo, de cet inventaire si varié d'explications possibles à l'énergie noire, ou plus précisément, donc à la nature, à l'origine de l'accélération de l'univers. Et bien, quand on y réfléchit, on voit qu'on peut classer tous ces modèles à partir des principes fondamentaux dont je parlais tout à l'heure. À savoir en 3 grandes catégories. Une première catégorie qui consiste, et tous les exemples que j'ai donnés, on pourrait certains les mettre dans cette catégorie, à interpréter l'énergie noire, donc l'origine de l'accélération de l'univers, comme un effet d'un fluide de nature microscopique qui joue le rôle d'un fluide à pression négative. Ou on peut encore supposer que non, dans l'univers, il n'y a rien d'exotique en termes de contenu énergétique. Il y en avait suffisamment comme ça avec la matière noire, par exemple. Donc il ne s'agit pas d'en rajouter encore un supplémentaire, mais que c'est les lois de la gravité, donc de la relativité générale, qu'il faut fort probablement, à très grande échelle, pour décrire tout l'univers, corriger. Ou encore, imaginer que l'hypothèse qu'on s'était donnée, le principe cosmologique d'un univers au départ homogène et isotrope, n'est pas valable. Et que l'effet de la structure, de la matière sur l'espace-temps est important à prendre en compte pour déterminer l'évolution de la matière dans l'univers. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en termes formels, pour montrer que tout ça est bien cohérent, c'est soit modifier la partie droite des équations d'Einstein, qui nous dit le contenu énergétique de l'univers, soit modifier les propriétés géométriques de l'espace-temps, la partie gauche, soit modifier le passage qui consiste à écrire les équations de la relativité générale, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, hop, voilà, sous forme, entre guillemets, simplifiée, en ayant fait l'hypothèse d'un univers homogène et isotrope. Tous les modèles qui ont été proposés et qui pourront être proposés pourront se ranger dans ces catégories. Malheureusement, aujourd'hui, je ne discuterai pas de ces modèles-là. À nouveau, j'ai eu l'occasion d'en discuter dans d'autres cas avec certains d'entre vous, mais pas aujourd'hui. Je vais discuter plutôt des modèles qui consistent à interpréter la nature de l'énergie noire essentiellement comme liée à la présence d'un fluide de nature microscopique, ou un modèle qui est lié à une modification des lois de la gravité aux grandes échelles. Pour le caractériser, je peux le ramener à un paramètre, essentiellement de nature phénoménologique, qui est
en termes effectifs, en termes phénoménologiques, le rapport entre la pression que représenterait l'équivalent d'un fluide et la densité que représenterait l'équivalent de ce fluide. Et donc je vais avoir trois régimes. Le cas de la constante cosmologique, celui qui était donc formulé ici avec la constante lambda, qui va être le cas référence, où ce paramètre vaut -1. Et il est constant en toute l'histoire de l'univers. C'est le cas très simple d'une pression exactement opposée à la densité du fluide associé à la constante cosmologique. Ou une interprétation de nature plutôt microscopique qui va favoriser des valeurs de ce paramètre W moins négatives que -1. Donc entre -1 et -0,3 par exemple. D'accord ? Ou un paramètre W plus négatif que -1. Et ce qu'il est important de savoir, pourquoi c'est important de le calibrer de cette façon-là, c'est parce que